Dans la dernière vidéo, je t'avais dit qu'on parlerait circuit de carburant. Pour le coup, j'ai du rangement à faire et on va en profiter tout simplement pour parler un peu de l'avancement du D23. Mais avant ça, promis, je vous lâche après. Salut tout le monde. Promis, c'est la dernière fois qu'on en parle de l'admission. Je reviens un dernier coup dessus, juste pour parler des choses qui peuvent intéresser certains, les problèmes qu'on peut rencontrer sur ce circuit tout principalement, et également pour donner suite à des commentaires. Pourquoi on n'y mettrait pas un dump valve? Westgate avec ressort. Enfin, on va aborder ça rapidement, je vous rassure. On refait pas le match. Je vous invite à voir les 3 dernières vidéos qui traitent du sujet. Dans les plus importants, bien sûr, débitmètre, capteur de pression. Ceci, tout simplement, vous remontera des défauts, ainsi que le GR, au DDE. Dans le cas de ce circuit-là, au niveau de l'admission avant turbo, n'étant pas sujet à pression, seul le débitmètre d'air pourrait se mettre en défaut avec une remontée au BD et une dégradation des performances du véhicule. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le plus important. On va arriver ici. À partir d'ici, jusque tout simplement notre entrée au niveau de notre bloc, faut que ça soit étanche. Quoi qu'il en soit, dans le cas où il y aura une perte quelconque de pression, notre capteur, vous vous souvenez du défaut 1E30 qui était remonté, vous pouvez en être sujet. Dans mon cas, par rapport au cobaye, j'avais toujours ce défaut-là, malgré une étanchéité bonne à première vue. Et le constat a été que une reprog avait déjà été faite sur le cobaye avant mon achat. Et du coup, suite à une nouvelle reprog, disparition de ce défaut. Donc je pense que c'était plus une histoire de carto, même si je comprends pas trop le lien entre les deux. Soit. Dans les choses qui peuvent intéresser certains, ici, on va avoir le compresseur de clim. Partez de ce principe-là, c'est schématique. Vous allez avoir sur nos 530, 525D E39 le départ du turbo qui se trouve en durite, ici, et ici, pour se raccorder à l'échangeur. Entre deux, on va avoir un tube en rigide. Une des choses qui peut arriver, c'est quand c'est mal mis en place, vérifiez bien que vous ayez une distance suffisante, si jamais vous intervenez sur le circuit de Sural, entre les deux. Parce que malheureusement, vous faites pas attention, vous partez en vacances, ça va pas se couper en 1 heure. C'est à force de rouler et de se faire gentiment scier la gueule. Ça arrivera à ouvrir le circuit de Sural et là, défaut de suralimentation, fumée dans tous les sens, perte des performances et j'en passe et des meilleurs. Donc si vous êtes parti, je vais dire une connerie, en Espagne, vous êtes à 1000 bornes de chez vous, ça fait chier. Donc faites attention à ce détail. Une autre des maladies bien connues, la durite à 90 juste avant le GR, elle a tendance à s'éventrer. Bon, avec le temps, mais à vérifier tout de même. Essayez de bien de la travailler au corps, de voir si elle n'est pas sèche, qu'elle commence pas à être cassante, parce que le problème, c'est qu'elle s'ouvre et puis c'est pas un truc qui saute aux yeux dans un premier temps. Faites attention à ce détail. Bien sûr, notre GR, comme je l'ai dit, ça dégage et au mieux, pour accentuer l'entrée d'air qu'on peut avoir là-dedans, c'est de mettre une suppression mécanique, c'est-à-dire mettre un tube. À défaut qu'on ait la soupape en travers qui freinerait tout simplement le flux d'air qui traverse, on le vire, on met un tube, ça sera le cas pour le cobaye, vu qu'on avait laissé la vanne EGR en l'état pour le moment, mais ça va évoluer. Bien sûr, notre tube inox qui va jusqu'à notre collecteur d'échappement bouché. À ce sujet, j'ai remarqué un petit détail, que malgré tout, entre le M57 D30, on voit bien qu'on a un trou parfait pour aller rejoindre nos 6 conduits de notre bloc. Et là, on voit tout de suite, vous allez peut-être pas faire gaffe, mais il est un peu plus galbé déjà, donc plus de capacité.
avec une séparation en deux à l'intérieur. Donc vous vous rappelez dans l'histoire que je voulais travailler un peu le collecteur d'échappement pour en faire un 6-3-1. On voit bien que dans cette logique, dans le but toujours d'améliorer les performances du moulin pour avancer génération après génération de modèles de chez BMW, ils essaient de jouer sur tous les détails. D'où l'échappement. Je pense que c'est pas anodin s'ils ont bien fait en sorte de scinder les deux, en sachant qu'en plus, l'ordre d'allumage, l'ordre d'injection plutôt, 1, 1, 2, 2, 3, 3. C'est-à-dire que chaque extrémité est liée. Donc le fait est de les séparer comme ça, moite-moite, fait qu'en gros, c'est comme si on avait un 6-2-1. Voilà. Mais pas encore assez poussé pour moi. Bref, entre deux, bien sûr, notre bloc avec notre point d'interrogation, on va y revenir. Notre turbo à géométrie variable, piloté par Electrovan, pour réguler plus ou moins la charge. Dans le cas d'un turbo avec wastegate ressort comme sur les essences, c'est pas du tout le même système. Je vais la faire rapide, bref. Imaginez que là on a notre rotor. On va avoir un conduit qui va aller directement chercher notre turbine pour pousser les gaz, et un autre, un bypass, tout simplement, qui va les rejoindre soit l'extérieur ou soit l'intérieur. Wastegate interne, externe. Ce que je fais, c'est de la merde, mais bref là. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, la wastegate va être liée côté admission d'air, et par rapport à la pression dans le circuit d'admission d'air, ça va ouvrir plus ou moins un clapet par le biais d'une membrane et de ressorts qui sera plus ou moins taré, pouvant plus ou moins admettre de la pression. Ceci étant fait, plus ça va pousser la turbine, plus ça va augmenter en pression le circuit de suralimentation. Arriver au max par rapport à la wastegate qui sera tarée avec nos fameux ressorts, elle va déterminer que bon, là, faut ouvrir le clapet parce qu'il y a trop de pression, ça décharge, et au moment du relâchement, si en plus on est en wastegate externe, au moment du relâchement de la pédale, de la chute de gaz, l'ouverture du clapet brutale pour décharger la totalité de la pression dans le circuit. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des flammes sur des bonnes prépas au niveau de la wastegate externe. C'est un autre mode de fonctionnement qui n'a rien à voir avec notre géométrie variable, à proprement dit. Donc c'est pour ça, je fais un passage très rapide. Pareil avec le dump valve. Pour le cas d'un mazout, contrairement à un essence, ça aspire continuellement de l'air. Dans le cas de nos essences, l'admission crée une dépression, à défaut de nos mazouts, qui elle aspire tout simplement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une pompe à vide qui elle génère le vide pour tout ce qui est piloté par dépression. Dans le cas des essences, on est directement repiqué sur le collecteur d'admission. Un seul des cas qui pourrait éventuellement faire qu'on ait un dump valve, le fameux système avec volet, avec fermeture ici, du volet avant le GR, pourrait prétendre à un dump valve. Je dis bien prétendre. Malheureusement, j'ai pas assez bûché sur le sujet, pour les mazouts en tout cas, et clairement, au vu du peu que j'ai pu trouver, cela ne m'intéresse pas. Mais partez du principe que dans un essence, au moment de la coupure de charge, par exemple au passage d'un rapport, c'est pour éviter tout simplement que la turbine, le temps qu'elle ralentisse, enfin le compresseur, le temps qu'il ralentisse, toute la pression de suralimentation qui risque d'arriver là au moment de la fermeture du volet, au moment du relâchement de la pédale d'accélérateur, évite de mettre en surpression tout le système de suralimentation. C'est pour ça qu'on se retrouve en général proche du turbo, une dump, qui est le moment du relâchement, qui est d'ailleurs lié toujours à la dépression au niveau de notre circuit d'admission, ouvre et libère le surplus de pression pour permettre au turbo de recharger à nouveau le plus efficacement possible, etc. Très brève parenthèse, de toute façon, si la chaîne perdure jusque-là et qu'un 6 cylindres essence finit sur le support roulant d'atelier,
on en reparlera. Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est le M57. J'ai mis également à la boîte la GS6 D53DZ avec de multiples appellations. AGA, celle qui nous intéresse, malheureusement celle que j'ai à ma disposition, c'est une AGD pour moteur TU. Malheureusement, malgré tous mes efforts, il reste encore 2 vis qui ne matcheraient pas au niveau des extrémités du bloc. On y reviendra de toute manière. Mais au lieu de faire un truc dégueulasse, je préfère réinvestir dans une vraie boîte de E46-204. D'ailleurs, merci à toi, l'abonné, qui m'a fait tilter par rapport aux différentes appellations de boîtes, qui est tout simplement la correspondance à un bloc précis. C'est pour ça que vous avez dû voir sur Instagram, pour ceux qui suivent, que les 2 autres boîtes sont à vendre, tout simplement. Note D23. Tous ceux qui m'auront suivi sur Instagram auront compris que le seul point bloquant à l'heure actuelle, c'est le joint de culasse. Avec le dépassement, on a pris la base du D30 à la place de notre D25. Seul l'alésage change. La structure moteur est la même. On va se retrouver avec un dépassement avec piston bielle du TU et vilebrequin du TU, d'ailleurs, pour avoir nos 74.6. Là, on va pouvoir voir, avec le vilebrequin toujours du TU, que là, on est en point moraux. Donc déjà, il y a un gros lézard. Donc celui-là, de toute façon, c'est pas celui qui nous intéresse. Mais en gros, la config qui sera celle qu'on vise, en 80, c'est celle-ci. Et malheureusement, on a un dépassement qui dépasse un peu les normes constructeurs, nous obligeant à avoir tout simplement un joint de culasse un peu plus épais, d'environ 1,5 mm, afin d'avoir toujours la même cote entre notre joint de culasse et notre dépassement, par rapport à notre taux de compression et tout ce qui s'ensuit. Déjà que ce bloc, je le bidouille déjà bien assez, on va éviter de rentrer dans des paramètres qui me dépassent, donc on va prendre une correspondance par rapport au dépassement et au joint de culasse, et on va tâcher de faire matcher le tout. Bien sûr, j'ai pu remarquer nombre de différences, de toute manière, on y reviendra. La pompe à huile du moteur TU, qui est un peu plus la moelle, se monte en lieu et place, tout est OK. Bien sûr, par rapport au moteur, il y a plein de choses qui changent. Ça, par contre, je pourrais rien y faire. On va passer d'un entraînement à chaîne, entraînant les 2 arbres à cam en même temps, à un système de chaîne qui entraîne qu'un seul arbre à cam. Le système de poussoir ainsi que les chaînes d'entraînement sont différentes. Par rapport au PMH, on va pouvoir remarquer également que sur nos D30, il se trouve dans l'angle là-haut, où notre vilebrequin, quant à lui, a un engrenage carrément sur le vilebrequin. Pour pouvoir savoir où en est le vilebrequin, que dans le cas de notre TU, on va passer sur un système externe comme ceci. Enfin voilà quelques petits détails, afin que vous sachiez ce que je fais à mes heures perdues, et dans quel but, pour à terme, pouvoir faire notre D23, à savoir que par rapport au D28, là clairement je suis quasiment sûr et certain qu'il est réalisable sans aucun souci, en gardant que des pièces d'origine BMW. Là pour le coup, il va y avoir le joint de culasse, on a également les vis ici qui changent. On est en 12,9 maintenant, focus. On est en 12,9 sur les moteurs TU, alors qu'on était en 19 sur le D30 d'origine. Tous ces petits détails, le diable se trouvant dans le détail, vont faire qu'on va avoir limite un bloc bien mieux abouti et robuste qu'à l'origine. En tout cas, c'est le but. Par rapport à notre histoire de boîte, merci à toi l'abonné en question. Dans le doute et à défaut d'acheter une boîte inutilement, vous vous rappelez de ceci, où on avait fait matcher les vis du haut, et qu'on voyait clairement qu'il y avait un souci. Et c'est surtout cette vis-là et cette vis-là qui posent problème, à proprement dit. Donc suite à son commentaire en me disant que clairement
c'était jouable. J'ai récupéré la référence d'un 204, bon, qu'un 23, peu importe, c'est notre référence qui nous intéresse. Et là, tout simplement, ça match. Donc, grâce à cette pièce qui m'a coûté 20 balles sur eBay, ça me confirme que la boîte du 204 match et que clairement, je peux investir du coup dans cette boîte. Encore merci à toi. De toute façon, par ici, on va retrouver tout ce qui touche système d'injection. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait un peu de vent, c'est pour ça que je ne vous ai pas encore filmé ça. On va retrouver le chantier école, le prochain chantier. Ne vous en faites pas, on va y revenir. Je m'étais également amusé à refaire l'intérieur en Alcantara. Vous savez, celui qui était déchiré sur le côté. Merci ma chérie pour ça. Du métier. Donc intérieur Alcantara électrique complet à vendre. Donc si ça intéresse quelqu'un. Et également on parlera du système de carburant. Des moteurs TU du E61. Vu qu'on a toutes les pièces sous la main. Pour ceux qui rechercheraient des réservoirs d'essence, n'hésitez pas à me faire signe. Et là on va retrouver nos fameuses boîtes à vendre également. Avec la référence HGD, comme j'ai pu le dire. Pour mon histoire de joint de culasse, d'ailleurs, j'ai envoyé un message à Elring. Vous savez, là, un des fournisseurs de tout ce qui est joint, qu'on peut retrouver sur Autodoc ou Oscaro et j'en passe. Donc je leur ai envoyé un mail. D'après ce que j'ai compris, ils font des joints de culasse sur mesure pour la compétition principalement. Mais bon, avec une demande un peu particulière comme la mienne, j'espère qu'ils pourront faire le job. Pour moi, la suite de la journée, ça va être remplacement du vilebrequin. Là, on était sur le vilebrequin du TU. Sur le D30, là, je vais remettre le vilebrequin du D30 et jouer avec les différentes bielles et pistons pour voir tout simplement les petites nuances. J'ai tout marqué sur un paplard, Instagram, et également tous les autres petits détails. Au niveau du carter d'huile, ça change un peu par rapport à notre pompe à huile. Au moment de retirer les bougies de préchauffage, j'en ai cassé une. Je vais essayer de vous montrer une des techniques que j'avais pu faire à l'époque pour pouvoir les extraire sans déposer la culasse. Je vais vous faire un one shot de toute façon, on verra si ça passe tout simplement. Là où également j'avais un doute, c'est par rapport à la synchronisation vilebrequin arbre à cam. Mais clairement, j'ai même contrôlé, malgré qu'elles soient différentes, hein, les cams du TU. Tout est pareil. Les ouvertures, le dimensionnement, on y reviendra. Tout est exactement pareil. C'est juste le système d'entraînement qui change. Qui est d'ailleurs pour moi un peu plus costaud que notre histoire de chaîne qui fait le tour des deux arbres. Mais bon, tant pis. Petit point de situation, le temps d'un café comme d'hab. Et comme vous avez pu le voir, de toute façon, le prochain coup, ça va être le circuit de carburant, en partant, comme d'hab, du réservoir jusqu'à nos injecteurs dans la chambre de combustion. Et puis en étant aussi précis possible, dans la mesure la plus simpliste également, pas faire du compliqué. Si c'est pour vous noyer d'informations bêtement lues sur Internet, allez vous-même sur Internet, là on fait vraiment du simple, et puis également faire matcher les deux. Pour le coup, je vais essayer de récupérer la pompe qu'on a sur le TU, à claquer ça sur notre D30. D25, D23. Je vous dis à très bientôt. Bye.